Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première vidéo de 2024. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. On s'est plus vu depuis longtemps, j'avoue, j'ai pris des petites vacances, rien que pour moi. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Dans une précédente vidéo, nous avons vu la naissance du cinéma dans les années 1890 jusqu'aux années 1910, pardon. Donc aujourd'hui, nous allons aller plus loin, pourquoi pas, soyons fous. Nous allons partir jusque dans les années 1930, c'est parti. 1910 marque un changement dans le cinéma. Pourquoi? Eh bien parce que c'est cette année qu'apparaît le burlesque. Le burlesque, c'est un genre comique qui sert à faire rire, donc à travers des gags ou des situations bien exagérées. Le personnage est en décalage avec le monde qui l'entoure. Il ne s'y adapte pas, il est maladroit et on peut dire dans un premier temps que c'est dommage pour lui car il semble malheureux. Mais au final, c'est ça qui nous fait rire car on dit souvent que le personnage burlesque est un enfant dans un corps d'adulte. Pour faire simple, le burlesque c'est inattendu, c'est violent, c'est absurde, mais sur un fond de narratif. Et oui, car maintenant on va arrêter définitivement le cinéma documentaire avec des images simples, avec quelque chose de plus concret, le cinéma de narration. Et pour ça, il n'y a pas meilleur exemple que... Alors je vous le dis tout de suite, Charlie Chaplin n'est pas le seul acteur à son époque, il y en a bien d'autres et on verra ça plus tard. C'est juste qu'en raison de sa popularité, on ne peut pas passer à côté de lui, tout simplement. Charlie Spencer Chaplin naît en 1889 à Londres, dans une famille d'artistes très pauvres. Alors qu'il n'a que 5 ans, sa mère, alors en tournée, tombe malade et elle propose le nom de son fils pour la remplacer lors du spectacle. Quelques années après, lorsque Charlie Chaplin quitte l'école vers l'âge de 14 ans, il s'inscrit dans l'agence artistique Westland à Londres et commence alors sa carrière dans la comédie et le spectacle. On disait déjà de lui qu'il avait un véritable talent pour son domaine, à tel point qu'en 1908 et grâce à l'aide de son frère Sidney, Charlie Chaplin s'inscrit dans la troupe de Fred Karno, déjà très célèbre à l'époque. D'abord pas très convaincu par ses prestations et son physique, Fred Karno finit néanmoins par l'engager dans sa troupe et 2 ans plus tard, après avoir joué le rôle principal dans la pièce Jimmy the Fearless, la presse se tourne enfin vers le comédien. 1913 est l'année où le cinéma, encore récent, lui ouvre ses portes et où il signe son premier contrat dans le studio Keystone de Los Angeles pour un salaire de $150. Dès l'année d'après, il enchaîne les films, d'abord en tant que simple acteur dans son rôle iconique de Charlot, puis par la suite en tant que réalisateur. Sachez maintenant qu'une guerre, même mondiale, n'empêche pas la caméra de filmer. Et non, pendant la Première Guerre mondiale, les spectateurs ont les yeux rivés sur le conflit européen, c'est pour ça qu'est créé le service cinématographique des armées par Jean-Louis Cros. On y voyait des soldats sur le front en plein champ de bataille et au service de leur pays. On pourrait y voir là une sorte de premier documentaire avec un petit côté réaliste à ces images, et bien évidemment, tout est entièrement faux. Eh oui, les champs de bataille avec les soldats ne sont que des mises en scène tournées en intérieur, et les seuls combats victorieux sont filmés, ou du moins scénarisé, et il n'y a pas véritablement de violence. D'ailleurs, on ne voit même pas d'ennemis dans ces scènes et tous ces détails se résument en un seul mot, la propagande. Je vous rappelle que le public regardait ces films. Le but de ces derniers était simplement de montrer le patriotisme et les seules vraies images que nous avons ce sont simplement des scènes banales de haut gradé ou encore des images de cadavres pour montrer sa puissance armée face à ses ennemis. Plusieurs choses peuvent nous expliquer que le 3/4 de ces images sont en fait truquées. Premièrement, filmer en plein champ de bataille, c'est pas très malin, quoi. On peut se prendre une balle n'importe où et n'importe quand, quand même. Deuxièmement, il y avait la censure. Ah bah ouais, parce que du coup les vraies images, les vraies scènes de combat étaient beaucoup plus violentes et sanglantes. Et troisièmement, le matériel de l'époque était plutôt lourd quand même. Alors bon, c'est facile de dire ça, parce que nous aujourd'hui on a quand même des projos, des trépieds, des chiméras, des boules chinoises, des perches, des clamps. Il n'y aura que quelques fictions au sujet du conflit européen, comme par exemple Une page de gloire de Léon Perret en 1915, ou encore Machiste chasseur alpin, un film italien de Giovanni Pastrone en 1916. Mais en réalité, le cœur du cinéma
s'est déplacé depuis bien longtemps aux États-Unis et plus précisément à Hollywood pour ce qu'on appellera plus tard l'âge d'or du burlesque. Avec des grosses têtes à l'affiche telles que Harold Lloyd, Mildred Davis ou encore Buster Keaton, l'homme qui ne riait jamais, et ce tout le long des années 1920. Les années 20, c'est une décennie avec pas mal de choses quand même. L'expressionnisme commence à apparaître. C'est un genre né en Allemagne qui consiste en la déformation du décor et donc de la réalité avec des formes beaucoup plus géométriques, avec soit des aspects très clairs et très sombres, donnant un côté beaucoup plus lugubre et peu rassurant autant au décor qu'au personnage. Ça, c'est ce que l'on voit en surface, mais il y a quelque chose de plus profond, forcément une volonté de s'exprimer, et le meilleur exemple est le cabinet du docteur Caligari de Robert Wayne, qui, de par ses décors biscornus, témoigne d'une Allemagne sortant de guerre, ruinée et fragilisée socialement. La détresse du pays, en gros. On peut définir les films expressionnistes comme les premiers films d'épouvante et vous en connaissez forcément au moins un, Nosferatu de 1922 de Friedrich Wilhelm Murnau. Ou encore une bonne partie de la filmographie de Fritz Lang qui en fera presque son genre favori, notamment avec Metropolis en 1927, le plus connu. Par ailleurs, de base, l'expressionnisme vient de la peinture et Vincent Van Gogh le reprendra beaucoup plus tard pour faire quelques-uns de ses tableaux que l'on connaît aussi. Et plus généralement, le but de ce genre est de laisser une totale liberté de créativité aux cinéastes avec des idées encore jamais vues et on va dire loin des codes hollywoodiens qui, avec le burlesque, qui cherchent à faire rire, alors que là, bah non, là les films ils font peur et c'est pour les gens, on va dire, les plus aventureux. En 1925 sera un film qui marquera les esprits, notamment avec une scène qui sera reprise dans plein d'autres films, Le Cuirassé de Potemkin, un film de propagande russe par Sergei Einstein. Il retrace l'effet réel de la révolte des marins du Cuirassé de Potemkin dans la ville d'Odessa en 1905. Il est considéré comme le plus grand film de propagande et par la suite comme le meilleur film de tous les temps en 1958 à l'exposition universelle de Bruxelles. C'est beaucoup quand même. Et il dénonce les inégalités des classes russes et la scène marquante qui sera donc reprise dans plein d'autres films est le massacre des civils par la garde impériale dans le grand escalier de la ville d'Odessa donc, et avec notamment le landau du bébé qui tombe lentement comme pour fuir le danger. Le film a été reconnu pour son montage révolutionnaire pour l'époque ainsi que sa construction scénaristique brillante. En 1927 sort aux États-Unis Le Chanteur de Jazz, le tout premier film parlant du cinéma. En fait, à ce moment-là, les grandes industries du cinéma, telles que la Warner Bros, sont déjà bien ancrées dans ce qu'on appelle l'industrie du rêve. Tandis qu'en France, nous, les pionniers du cinéma, on resté bloqués sur l'art muet, aux États-Unis, en fait, ils étaient déjà en train de révolutionner le milieu avec des systèmes de synchronisation image-son qui étaient normalement prévus pour les salles qui n'avaient pas moyen de s'offrir un orchestre pour les films. Mais lorsque le réalisateur du Chanteur de Jazz, Alan Crosland, décida d'enregistrer la voix de son acteur Al Jolson pour son film, l'immense succès fut au rendez-vous. Mais que d'un seul côté. Et oui, car si le public préfère entendre la voix de l'acteur au lieu de l'orchestre, les cinéastes, eux, sont dans l'idée que l'image à elle seule peut parler et qu'en soi, la voix n'a rien à faire ici. Les 2 années qui suivront, des films parlants seront produits en quantité par des grandes sociétés de production, mais souvent pas très bien faits, car il faut ajouter à cela la crise boursière de 1926 qui commence à impacter le milieu avec des problèmes financiers et voire même des faillites de certaines sociétés. En gros, fallait avoir l'air insolide pour surmonter la crise. Mais dorénavant, une nouvelle décennie va commencer, les années 1930. Nicely when the family talks aloud, they all do the Charlie Chaplin walk, the Charlie Chaplin